Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera vertueuse crypto-monnaie. Et pour en parler, je serai avec Philippe Herlin, économiste, essayiste, chroniqueur, et Pierre Noisa, chercheur, entrepreneur, essayiste. Je vous présenterai dans un instant un petit peu plus longuement mes invités. Oui, non, je vais tout de suite vous présenter d'ailleurs, ou vous laisser vous présenter. Alors, Philippe Herlin, on se connaît depuis un moment déjà. Je crois que vous avez fait HEC, vous êtes... Non. Non, alors pas du tout, pardon, je dis n'importe quoi. Circuit universitaire, Lancez-vous. Circuit économétrie, économie à Nanterre, Dauphine et docteur au CNAM, aux arts et métiers. Voilà. Très bien, vous avez écrit de très très nombreux livres désormais. L'enchantement musical, essai sur l'histoire de la direction d'orchestre et l'interprétation. Oui, enfin bon, ça montre l'éclectisme. Vous êtes un polymathe, vous aussi, comme Pierre Noisa, sans doute. Et surtout dans l'économie. Voilà, et puis alors sinon, beaucoup de livres sur le... Enfin, un livre, d'ailleurs, je vous avais invité pour ça en 2010, France la faillite, très intéressant sur les sur la dette, de la crise déjà de la sur la dette, voilà, on en parlait déjà. Oui. C'était déjà un problème. Oui, bien sûr, oui, et ça le reste, et ça devient... ça finira bien par exploser, cette histoire. Voilà. Bientôt le feu d'artifice, oui. Oui, d'ailleurs, on parlera un petit peu, justement, des avantages du Bitcoin par rapport à ça. Et puis vous avez écrit, alors, Finance, le nouveau paradigme. En 2012, Repenser l'économie, dans lequel vous parlez déjà des crypto-monnaies, d'ailleurs. Alors, je les cite à ce moment-là. J'avais entendu parler, mais à l'époque, sans comprendre comment ça marche. Mais je m'intéressais aux monnaies locales. Comment je suis venu au Bitcoin, d'ailleurs? Comment je suis venu à m'intéresser à Bitcoin? Oui. C'est qu'à cette époque-là, je m'intéressais aux monnaies locales. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a des monnaies locales? Pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas la même monnaie? Et en fait, j'ai trouvé des théoriciens qui expliquaient qu'il y avait un intérêt à ce qu'il y ait des monnaies locales complémentaires, des monnaies complémentaires en plus de la monnaie nationale. Ça pouvait avoir un intérêt économique, ça apportait de la résilience. Voilà. Et donc, économiquement, c'était justifié. Mais bon, à chaque fois, c'était des monnaies locales. Donc, si on n'habite pas la ville, on ne peut pas en profiter. Oui. Et puis, j'entends parler de Bitcoin, qui est une monnaie... Donc, je me suis dit, tiens, voilà une monnaie... Alors, il y a des monnaies locales qui sont intéressantes. Le VIR en Suisse ou des choses comme ça. Qui sont d'ailleurs... Le VIR, qui a une monnaie d'ailleurs, un pour un, disons, avec le franc suisse. Et inter-entreprise, elle, par contre. Voilà, c'est ça, qui permet aux entreprises de faire des échanges. C'est un projet très intéressant. Mais à chaque fois, c'est local. Et qui est légal en Suisse. Et j'entends parler du Bitcoin qui fonctionne sur Internet. Je dis, voilà une monnaie complémentaire que tout le monde pourrait utiliser. Bien sûr, voilà. Et c'est comme ça que je l'ai cité dans le livre à l'époque. Et alors, dès 2013, je crois, vous écrivez La révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires. Voilà, un livre sur le terrorisme, peu importe. Leur emplacement d'avenir en 2017. Et puis voilà, j'achète du Bitcoin en 2018. La renaissance de l'Occident en 2020, et là vous rééditez, donc, votre c'est éditeur... C'est la deuxième édition, en fait. Voilà, deuxième édition, largement d'un livre enrichi. Largement enrichi, oui, qui avait été publié en 2021. Voilà, donc ça c'est Bitcoin, janvier de cette année. Comprendre et investir, là c'est janvier 2025, très très complet, un livre, ça s'appelle Guide pratique des crypto-monnaies, le sous-titre, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Finance décentralisée, NFT, etc. Livre de référence sur le Bitcoin était indiqué, voilà. Bitcoin, comprendre et investir. Alors, vous me disiez d'ailleurs que vous aviez particulièrement soigné un chapitre sur tous les... un nouveau chapitre sur tous les écrits. Sur les penseurs du Bitcoin, parce qu'il y a sur les personnes qui se sont penchées sur Bitcoin pour comprendre et essayer de comprendre ce que ça impliquait au niveau économique et même aussi civilisationnel et philosophique. Donc, des gens comme Antonopoulos, qui expliquent que ça va disrupter les banques, des gens comme Saif Edan Ammous, qui a écrit Bitcoin Standard, qui est un des livres, peut-être le livre le plus connu sur Bitcoin, et puis d'autres auteurs, voilà. Donc ça, c'est pour donner un peu de recul, c'est-à-dire il faut sortir un peu du Bitcoin, le cours qui varie de jour en jour, le côté spéculatif. Bon, évidemment, ça compte, c'est important, mais c'est pas que ça, et c'est pas que ça. C'est aussi une nouvelle façon de penser la monnaie et de penser l'économie. Nous allons et j'ai voulu insister là-dessus. Voilà. Non, très bien. Et alors, c'est vraiment un livre, si vous n'y connaissez rien sur le Bitcoin, ou si vous y connaissez même déjà beaucoup, mais que vous avez envie de à peu près tout savoir, c'est un livre qu'on ne peut que recommander. Pierre Noisa, alors vous êtes chercheur, disais-je, entrepreneur et essayiste. Alors, même chose, quel est votre parcours
Alors, moi, je suis entrepreneur, effectivement, puisque je suis aujourd'hui président de Paymium, une société qui propose donc une plateforme d'échange Bitcoin Euro, et Ethereum aussi d'ailleurs, au passage, que j'ai cofondé en 2011. Donc, on est effectivement parmi les premiers à se positionner sur... Je rappelle aux auditeurs que le Bitcoin est sorti fin 2008 pour ce qu'on appelle le white paper, le papier blanc. Ouais. Voilà, et sinon, qui en 2009 a commencé à peine à exister. Voilà. Exactement. Bien sûr. Oui, donc 2011, c'est vraiment... On était parmi les tout premiers. Ah oui. Auparavant, j'étais de formation ingénieur, donc j'ai travaillé sur des systèmes de paiement et manipulé donc des outils dont la cryptographie, qui était effectivement assez centrale dans Bitcoin, qui joue un rôle central dans Bitcoin. Et donc, c'est en fait, moi, c'est ce qui m'a amené à Bitcoin, c'est d'avoir une veille technologique sur ce qui se passait dans ces domaines de la cryptographie et des monnaies décentralisé. Alors, la décentralisation, c'était un peu le Graal à l'époque, quand Bitcoin est sorti, puisque il y avait eu plusieurs initiatives précédentes, donc BitGold, de Nick Szabo, qui donc essayait de créer un système monétaire alternatif qui ne soit pas dépendant des banques centrales, pour plein de raisons qu'on pourra développer avec Philippe, parce que là-dessus, je pense qu'on va se rejoindre sur l'analyse, les méfaits des banques centrales, mais plus particulièrement du monopole d'ailleurs. Je pense que le problème principal de la monnaie aujourd'hui, c'est le monopole monétaire. C'est la thèse de Hayek dans les années 70. Bien sûr, oui. Donc tout ça m'avait amené à être en mode veille sur ces recherches qui remontent donc en ce qui concerne Nick Szabo, on parle des années 90, début des années 2000. Donc j'ai pu accéder à l'info que Bitcoin était l'invention de Bitcoin. Après, au moment où l'invention est sortie, j'ai trouvé que c'était génial, mais j'étais pas du tout persuadé que ça allait devenir un réseau, le réseau qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un succès aussi phénoménal était, à mon avis, impossible à prévoir en 2008-2009. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'y suis revenu en 2011, parce que là, en 2011, c'était plus possible d'ignorer que ça marchait, en fait. C'est-à-dire qu'en 2009, c'était les débuts du réseau. Il y a eu quelques bugs, justement, jusqu'en 2010, mais très peu, en fait, très peu de problèmes. Et en 2011, ça marchait, et on voyait, et les premières plateformes d'échange commençaient à opérer, comme la nôtre. Et donc, il y avait un prix qui se formait. On voyait que le prix, il augmentait dès qu'il y avait une bonne nouvelle. Il y avait quelques bonnes nouvelles. Donc, il y a eu déjà quelques bulles pour faire monter le prix. Et puis, on en est là aujourd'hui. Très bien, alors vous venez aussi avec un livre, L'énergie face cachée de la monnaie, un livre passionnant, très intéressant, très, très éclectique, on va dire. Enfin, vous abordez un grand nombre de sujets dans ce livre, avec un petit peu, comme il y a des gens qui voient tout à travers René Girard, ou à travers Proust, ou je sais pas quoi, ou les anges et les démons, enfin peu importe. Vous, c'est à travers la question de l'énergie et de l'entropie, et du Bitcoin d'ailleurs, parce que vous réussissez presque toujours, même quand le titre du chapitre, c'est l'amour, ou le bonheur, etc. Quand même, vous ramenez ça à un moment ou à un autre à l'énergie, à l'entropie. C'est l'angle. Non, mais c'est très intéressant. C'est un angle inédit, disons. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce qu'effectivement, on a tendance à parler on est beaucoup dans une société qui valorise les émotions, le divertissement. C'est l'homme diverti de Pascal plutôt que l'homme inquiet. Donc, je trouvais que c'était intéressant justement de regarder les émotions avec un œil un peu plus critique, en fait. Oui. Et même si tout le monde a des émotions, elles sont parfois très agréables, elles ont aussi des travers. En tout cas, elles ont une nature que j'ai voulu exposer un petit peu dans le livre. Vous avez d'ailleurs une formation de physicien, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Polytechnique, et ensuite je me suis spécialisé dans les réseaux, donc les réseaux de télécommunications. Donc on parle effectivement de théorie de l'information, d'entropie, et des choses comme ça. Voilà, alors l'entropie, pour le dire rapidement à nos téléspectateurs, l'entropie, en quelques mots, c'est le fait, la désorganisation naturelle, disons, qu'un système fermé. C'est une grandeur physique. C'est d'abord une grandeur physique, mais qui a une caractéristique qui n'est pas propre à toutes les grandeurs physiques, c'est qu'elle dépend de l'observateur. C'est-à-dire que c'est comme la vitesse. Quand vous mesurez une vitesse, ça dépend de votre référentiel. Quand vous mesurez l'entropie, ça dépend aussi de l'observateur. Donc ça, c'est très important à comprendre, et ça fait déjà une différence avec l'énergie. L'énergie, elle ne dépend pas. Oui. Quand vous mesurez une énergie, ça ne dépend pas de l'observateur. Donc il y a des premières différences fondamentales. Après, qu'est-ce que c'est que l'entropie ? Il y a des scientifiques, même des prix Nobel, qui disent qu'ils n'ont toujours pas compris. Donc je ne vais pas prétendre ni que je l'ai compris, ni encore moins de l'expliquer. Par contre, je peux l'expliquer, je peux la rendre peut-être plus accessible, le concept, parce que c'est un concept, en fait, l'entropie, comme l'énergie d'ailleurs.
l'énergie est un concept qui a évolué depuis les années, depuis le 19e siècle, on va dire, même si ça a commencé avec Carnot, la science de l'énergie. On peut dire que l'énergie, c'est un concept qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, c'était essentiellement la chaleur, les machines à vapeur, etc. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, l'énergie était partout. Ah oui, oui. Et que l'énergie était constituante de la matière, même, puisqu'avec Einstein, on a cette équivalence entre énergie et masse. Donc tout ce qui a une masse représente une énergie. Donc tout ça, ça a évolué. Donc à mesure que le concept d'énergie a évolué, il est devenu de plus en plus englobant. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que dans ce livre, j'englobe beaucoup de choses à la lumière de l'énergie, parce que comme ce concept est très englobant, il permet d'expliquer un tas de choses. Voilà, Et alors, pour dire un mot juste sur l'entropie, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est que l'entropie ? En fait, c'est de l'information manquante. Donc, on mesure la quantité d'informations qui manque quand on mesure l'entropie. Et c'est ça qui crée donc l'incertitude. Il manque de l'information sur ce qui va passer dans le futur. Et c'est ça aussi qui explique la flèche du temps, ce qu'on appelle la flèche du temps, et l'irréversibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est irréversible ? C'est que quand vous avez vu quelque chose, ce qui a été vu ne peut pas être non vu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris quelque chose, donc la connaissance, qui est une réduction d'entropie, l'entropie, c'est l'information cachée, donc plus vous faites l'acquisition de connaissances, plus vous réduisez votre entropie, eh bien, cette réduction d'entropie est irréversible, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous l'enlever. Quand vous savez quelque chose, on ne peut pas faire en sorte que vous l'oubliez, à moins d'avoir un accident. Donc c'est ça qui explique la flèche du temps, et c'est aussi pour ça que je parle de la flèche du temps dans le livre, d'ailleurs. Fort bien. Alors vous avez écrit d'autres livres, si vous voulez vous décaler, qui sont Bitcoin Book en 2012, Bitcoin Monnaie Libre en 2012 également, et Bitcoin Mode d'emploi en 2015. Donc c'est vraiment un domaine que vous maîtrisez, vous aussi, à la perfection. Donc l'émission promet d'être passionnante. Alors je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mes invités sont Philippe Herlin, économiste, essayiste, chroniqueur, et Pierre Noisat, chercheur, entrepreneur et essayiste. Nous parlons, autour de leurs livres respectifs, nous parlons des vertueuses crypto-monnaies. Nous allons commencer par un petit commentaire de l'actualité économique et politique. Et puis, surtout, si vous nous écoutez lors de cette diffusion en direct mercredi 3 septembre de midi à 13h30, sachez que vous pouvez poser des questions soit par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr, en téléphonant au secrétariat de Radio Courtoisie au 01 46 51 00 85 ou directement sur le site radiocourtoisie.fr. On attend vos questions et commentaires. Donc, peut-être juste avant, non, c'est risqué si on commence à définir le Bitcoin tout de suite. Je pense qu'on ne pourra pas parler de l'actualité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur, je sais pas quoi, sur le plan Bayrou, etc. Enfin, voilà. Non, bon, voilà. Je suis pris de cours là. Non, alors tant ppi. Mais en revanche, des choses intéressantes, quoi. Parce que... En revanche, vous vouliez parler de la candidature dans une circonscription, laquelle d'ailleurs c'est la. En fait, il se trouve que j'habite dans la deuxième circonscription de Paris. Alors qui recouvre le 5e, le 6e et le 7e, c'est ça, partiellement. C'est ça. Oui, partiellement. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection du député, donc il va y avoir une élection partielle les 21 et 28 septembre, donc ça arrive vite. Et bon, je ne savais pas trop pour qui voter, parce qu'il y a Barnier qui se présente, et en face de lui, l'autre candidate de la gauche, elle a été ministre à l'époque de Mitterrand, donc on se dit, waouh, c'est la France avance, quoi. Voilà, c'est ça. On va tout casser, là. C'est énorme, là. On a envie de dire deux socialistes. Il en faut plus à l'Assemblée. Deux socialistes de longue date, un socialiste LR, un socialiste PS. Bon, l'horreur, donc bref. Bien sûr, oui. Et puis, j'ai appris, donc hier... en tout cas, deux antilibéraux. Voilà, en plus. Voilà. J'ai appris hier que vraiment quelqu'un qui est libéral, quelqu'un qui est un des grands experts français du Bitcoin, se présente. Il s'agit d'Alexandre Stashchenko, qui est une personnalité connue dans le domaine, qui est un libéral. Il ne se bat pas que pour parler du Bitcoin. C'est pas, on ne va pas le réduire à un candidat Bitcoin, même si déjà Bitcoin, ça signifie beaucoup de choses. C'est la critique de la monnaie, de la Banque centrale, de la BCE, de l'inflation. C'est un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà, donc c'est déjà beaucoup de choses. Mais il se bat aussi par la défense des libertés. Et ça, il faut en parler. Je crois qu'on en parle déjà un peu sur Radio Courtoisie, parce que c'est quelque chose d'important. C'est le projet européen qui consiste à en fait supprimer tout l'anonymat sur nos messageries.
Oui, alors c'est insupportable ce truc-là, oui, bien sûr. C'est un truc qui revient de loin en loin. Et même les messageries chiffrées, c'est-à-dire que ça serait capable de lire nos messages, même dans des messageries chiffrées, elles pourraient être récupérées. Alors, on nous dit j'ai envie de dire surtout les messageries chiffrées, c'est ça le but. Hein, c'est ça, Alors, on nous dit que c'est au nom de la lutte contre le terrorisme et la pédophilie. Bon, voilà. Bien sûr, c'est toujours l'argument qui a avancé. C'est sûr. Mais comme le dit très justement Alexandre Starchenko, ça, c'est un truc que même la Stasi aurait rêvé d'avoir. Bien sûr. Voilà. Et donc, il va aussi axer sa campagne sur ça, sur cette critique. C'est quelque chose qui revient de loin en loin, on peut en parler 2 secondes, hein, mais enfin, c'est un terrible problème, c'est les gouvernants veulent absolument savoir tout ce qui se passe. Et en plus, l'Internet a un statut spécial, c'est-à-dire on considère que ce qui se passe sur Facebook ou sur Google, etc., a plus... s'il y avait une conversation téléphonique entre Al Capone, Staline et Hitler, etc., on considère que c'est le téléphone et que c'est pas le téléphone qui est responsable. C'est eux qui tiennent leur conversation et puis on les punit pour les crimes qu'ils commettent, pas pour ce qu'ils se disent. Et là, non, vraiment, le monde entier, enfin, en tout cas, nos gouvernants ont décidé que ce qui était grave, c'était de dire des choses sur ces médias Internet, etc., et qu'il fallait absolument tout espionner, ce que les États-Unis ont une époque appelé les grandes oreilles. Hein, c'est chat control, voilà le terme, j'ai oublié. Chat control, d'accord. Chat control, donc c'est poussé par l'Union européenne. Et par plusieurs pays. Alors, il y a quelques pays au sein de l'UE qui rushing, qui sont plutôt opposés, la Belgique, la Hongrie, quelques pays. Mais il y a une majorité, de pays, dont la France, qui trouvent ça très bien. Quoi. Forcément. Les Français sont toujours dans la roue des Chinois sur ces questions-là. Voilà, ça, toujours. Donc, c'est très bien. Si cette élection partielle peut permettre d'en parler un peu et de faire un peu écho, c'est très bien. Ce serait bien qu'ils fassent plus de 15%, donc allez-y. Et donc, tous ceux qui nous écoutent et qui vivent dans la deuxième circonscription de Paris, intéressez-vous à ce candidat, et puis si vous voulez faire un vote qui soit un peu à la fois subversif et intelligent et de défense des libertés, vous avez le candidat rêvé. Quoi, voilà, de toute façon, il n'y a pas un grand danger dans la deuxième circonscription, ça va bien se passer. Si vous êtes un électeur de droite, vous n'avez pas avoir de soucis sur le résultat. C'était un macroniste, je crois, le sortant. Donc, il y a eu Gilles Legendre qui a été élu, le précédent, c'était un allié de Dati. Enfin, mais enfin, ça reste des socialistes de droite. C'est ce que j'appelle des socialistes de droite. Donc là, c'est effectivement la candidature d'Alexandre est bienvenue. Il a travaillé 18 mois chez PMIAM dans la société. Donc, oui, vous le connaissez bien. Et je pense qu'on est complètement aligné sur sa thèse monétaire, sur le monétaire, évidemment, et sur la liberté. C'est aussi, là, on est complètement aligné avec lui. Donc, effectivement, si vous habitez, ceux qui nous écoutent, s'ils habitent dans le 5e, 6e ou 7e arrondissement, ils sont en tout cas invités à bien choisir leur candidat. Et à mon avis, c'est un excellent candidat, en plus qui tranche par rapport à l'offre politique en France, qui est d'une indigence assez incroyable, hormis peut-être Reconquête, qui a compris l'intérêt de Bitcoin et de la liberté. Et Nouvelle Énergie, David Lisnard, quand même. C'est ça, il y a quand même des frissonnements. On est face à un authentique libéral aussi. Quelques libéraux qui émergent, comme Reconquête ou Lisnard, mais effectivement, ça reste une offre politique. Alors, libéraux, Reconquête, je pense qu'ils posent certains vrais problèmes, mais libéraux, ils ne le sont pas vraiment. C'est ça le problème. Ils sont en train de le devenir. Ils sont en train de le devenir. Parfait. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, si j'en crois en tout cas, ce qui se dit chez eux en ce moment. Après, le problème, effectivement, c'est que tous les partis, en tout cas, devraient faire le constat que le socialisme n'a pas marché en France, comme il n'a marché nulle part. C'est ça, il n'a pas marché non plus en France. Le socialisme qui vienne par une révolution ou par une strangulation lente, comme en France, aboutit au même résultat, c'est-à-dire l'appauvrissement des gens. Effectivement, ils veulent s'en prendre aux derniers riches qui existent, mais en fait, ils veulent certainement pas réduire le nombre de pauvres, les socialistes. Donc, c'est l'antithèse du libéralisme que Philippe et moi, on va défendre, effectivement, et que Alexandre, en tout cas, Alexandre Starchenko, de par sa candidature, permet de mettre en avant. Je voudrais rendre un tout petit hommage quand même à David Latapie, qui travaille sur Monero, dont j'ai appris, en préparant cette émission, qu'il nous avait quittés en février 2017. Il s'était donné la mort, donc voilà, écoute, je suis désolé, j'avais pas de nouvelles de lui, maintenant je sais pourquoi. Voilà, et puis sinon, passons, alors peut-être, on va essayer de s'élever au-delà de la question qu'est-ce que le Bitcoin, etc., puisqu'on l'a souvent traité dans cette émission. Philippe Erlin était déjà venu en parler ici, j'en ai parlé récemment encore avec Yorick de Montbine dans une émission qui s'intitulait « Les monnaies privées, une révolution libérale au XXIe siècle ». Donc on a été assez
détaillé, disons, enfin on a détaillé assez précisément le système et la sécurité du Bitcoin. Mais pour le dire en très très peu de mots, pour les plus jeunes ou les plus ignorants de nos auditeurs, on peut dire que c'est déjà, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a enfin une monnaie qui sort les doigts des États du pot de confiture, on va dire. Donc c'est un petit peu ça la grande recherche et la grande découverte, disons. Enfin, ce à quoi on aboutit, c'est que on a une monnaie qui est insaisissable. Dans votre livre, je crois que c'est dans votre livre, Philippe Erlin, que vous parlez d'une monnaie qui, peu avant l'émergence du Bitcoin, ça devait être en 2007 ou 2008, prétendait comme ça être une monnaie désétatisée, hors banque centrale. Vous en parliez à l'instant d'ailleurs, Pierre Noisa. Rien à faire, l'État a mis la main dessus. Voilà, c'était BitGold, parce que justement, c'était une monnaie qui était encore, malgré tout, même si elle était indépendante de l'État, elle était centralisée, c'est-à-dire qu'il y avait une réserve d'or sur laquelle l'État peut mettre la main et faire tomber le système. Et évidemment, il l'a fait parce que c'était un concurrent. Et le Bitcoin, justement, on peut le définir comme une monnaie décentralisée. C'est-à-dire il n'y a pas de centre, il n'y a pas un serveur central avec des codes qu'on pourrait casser. Il n'y a pas une banque, une association qui s'en occupe. C'est complètement décentralisé et les transactions sont mises à jour sur la blockchain, mais la blockchain, elle est dupliquée sur des milliers d'ordinateurs. Donc c'est insaisissable. Ça aurait été peut-être saisissable en 2009, etc., mais au fur et à mesure quand ça pesait pas lourd, mais personne ne comprenait vraiment l'intérêt. Il aurait fallu, en plus, à l'époque, personne ne comprenait l'intérêt. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, le nombre d'ordinateurs qui minent. Même en 2009, si on avait arrêté Satoshi, qui était le premier mineur, si on l'avait arrêté, déjà identifié, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas fait, mais si on l'avait arrêté, n'importe qui aurait pu reprendre white paper et redémarrer Bitcoin plus tard. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est inventé, ce qu'on disait sur l'entropie, on ne peut pas revenir en arrière. C'est le côté irréversible. Oui, c'est irréversible, absolument. Et alors, c'est une très très bonne nouvelle pour les libéraux. C'est pour ça que l'émission précédente s'intitulait, avec Yorick de Lambine, une révolution libérale au XXIe siècle. C'est que c'est vraiment l'événement marquant, on va dire, depuis l'émergence de la démocratie en Occident, le retour de la démocratie. On sépare l'État de la monnaie, parce que la monnaie est toujours associée à l'État. Quand on parle à des gens, qu'est-ce que c'est que l'argent, c'est l'État. Et consubstantiellement, elle ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer que les gens aient de l'or chez eux, que cet or soit monétisé. Uniquement au poids. Mais la monnaie a été inventée par l'État. C'est Crésus qui, le premier, décide de mettre son profil sur une pièce et de dire... Donc pour ça, on dit riche comme Crésus, parce qu'il a inventé la monnaie. Et depuis ce temps-là, la monnaie, c'est toujours l'État, quoi. Et les gens ne pensaient pas qu'on puisse un jour avoir une monnaie qui ne soit pas l'État. Alors il y avait les monnaies complémentaires où il y avait les paquets de cigarettes à l'armée, par exemple. Père m'expliquait, à l'armée, on donnait des paquets de cigarettes, donc ça servait de monnaie d'échange. Aux troupes, aux soldats. J'ai été trésorier du 39e régiment d'infanterie de Rouen. J'ai distribué des troupes à toute donc c'était une monnaie décentralisée, mais qui valait quand même pas grand-chose. Et puis, Bitcoin, ça fonctionne sur Internet, quoi. Donc c'est ça qui lui donne aussi sa... Et alors Hayek, dans les années 80, avait déclaré je ne crois pas qu'on arrivera à revenir à une monnaie saine tant qu'on n'aura pas trouvé, par un moyen détourné, et c'est l'expression qu'il a employée, la possibilité de retirer la monnaie des mains du gouvernement. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce moyen détourné, c'est précisément Bitcoin en l'occurrence. En tout cas, ça fonctionne très très bien. En tout cas, ça rend... c'est sa thèse dans son essai Denationalization of Money, pour une vraie concurrence des monnaies en français, qu'il a publié en 1976. Il décrivait quelque chose qui ressemblait à Bitcoin, en fait. C'est ça qui est fascinant quand on lit cet essai. Il décrit la concurrence des monnaies et Bitcoin s'inscrit exactement dans le paysage qu'il décrit. Alors, il a une vision un peu datée quand il évoque les monnaies privées, parce que pour lui, c'est des sortes de banques qui vont émettre du papier, en fait. Bien sûr. Et du fait qu'il y aura cette concurrence entre les monnaies, ceux qui exagèrent en faisant n'importe quoi sur la création monétaire seraient évincés au profit de ceux qui seraient sérieux, ce qui est une vision tout à fait défendable, et je souscris à cette vision. Simplement, Bitcoin ajoute dans ce paysage l'arme absolue, en fait. C'est le truc parfait où il n'y a même plus besoin de la banque émettrice privée, il n'y a même plus besoin de surveiller, de la mettre en concurrence avec les autres pour s'assurer qu'elle ne fait pas n'importe quoi sur la création monétaire, parce que Bitcoin, par design, par conception, est limité à 21 millions. Donc on a là c'est important de le acteur, une sorte de monnaie privée parfaite, en fait, puisque elle s'affranchit du besoin d'avoir un banquier pour la piloter, et elle a la quantité limitée by design. Donc en fait, c'est vraiment
la matérialisation de la vision de Hayek en 1976, mais sans les problèmes que lui devait adresser. Donc, il en parle dans son bouquin, mais en fait, avec Bitcoin, tous ces problèmes disparaissent. Donc, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire, et ça atteste du génie absolu de Hayek, parce qu'effectivement, il a vraiment la vision juste de ce que doit être la monnaie. Effectivement, séparer bien sûr l'état de la monnaie, parce que sinon, ça conduit à toutes les dérives que là, il décrit très bien, et dont on vit aujourd'hui, nous, par exemple en France, les effets à plein, c'est-à-dire l'inflation, donc perte de pouvoir d'achat, immigration débridée, parce que c'est évidemment un facteur d'attraction. Si on peut imprimer de la monnaie et la distribuer à tout le monde, le monde entier va venir. Hein. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il faut bien qu'ils comprennent que les problèmes qu'ils voient, notamment l'immigration débridée, je pense il faut qu'ils les relient au monétaire, quoi. C'est vraiment bien sûr, l'argent magique qui est venu, paraît-il, sauver tout le monde au moment du Covid, qui va peut-être nous permettre de faire la guerre à la Russie, enfin, si on en croit Macron. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est comme le sucre. Moi, je le compare au sucre dans l'organisme, dans un organisme vivant. Ça crée le diabète, quoi. Hein. C'est quelque chose d'extrême, et l'obésité. Donc, c'est exactement ce qui affecte l'État avec la monnaie, l'argent magique, surtout quand il a le monopole. Évidemment, l'effet est décuplé. S'il y avait une concurrence des monnaies comme celle qu'Hayek préconise, évidemment que tout ça s'arrêterait assez vite, parce que plus personne n'utiliserait la monnaie de l'État s'il faisait n'importe quoi avec. Bien sûr, oui. Oui, ce qui se passe d'ailleurs, on a vu, je sais pas quoi, en Sierra Leone, les gens échangeaient des pépites d'or ou des chèvres. Dans la Roumanie de Ceausescu, c'était les paquets de Kent. Il y a de nombreux exemples. En Pologne, c'était le charbon et les parpaings. Enfin, je veux dire, donc, on a énormément d'exemples, justement, de retour. Quand la monnaie devient trop délirante, les gens exigent finalement une monnaie qui a une valeur. Et maintenant, on a une valeur intrinsèque, c'est ça aussi la différence. C'est-à-dire le parpaing et le charbon, c'est pas génial comme fluidité, mais on va dire. Au moins, ça sert. Au moins, quand vous avez froid, vous pouvez vous en servir. Donc, bien. Vous voulez m'ajouter un mot, Philippe Erlin, sur la phrase d'Hayek ou... C'est-à-dire, justement, Hayek, lui, il écrit ça dans les années 70. Oui. L'ordinateur commence à peine à se développer, et Internet n'existe pas. Enfin, Internet, ARPANET existait, mais il ne le savait pas. Voilà. Donc, en fait, donc lui, il parle d'une monnaie qui serait backée, qui serait garantie par des matières premières, des choses comme ça. Bon, voilà, il ne pouvait pas imaginer. Mais en tout cas, conceptuellement, il avait compris que si l'État garde le contrôle de la monnaie, ça va mal finir. Ça va finir en inflation, en dette et en effondrement. Voilà. Ça, il avait bien compris. Et il faut qu'il y ait des monnaies privées. Voilà. Après, ça va plus tard. Il y a aussi Milton Friedman. Il y a une déclaration où lui, il a vu le début d'Internet et il s'est dit je me dis que je pense qu'un jour, il y aura une monnaie sur Internet. Voilà. Donc, il l'avait prévu. Il ne l'a pas vu parce qu'il est mort avant 2009, en 2000. Voilà. Mais il a anticipé. Il a anticipé aussi à sa façon. Connaissant Internet, l'apparition de Bitcoin. Voilà. Donc les grands libéraux, Bitcoin qui est quand même une très belle invention, parce que je crois que ça combine à peu près 6 inventions différentes, le hash, la preuve de travail, etc. Enfin, je veux dire, donc c'est quand même un gros... il a fallu du temps. Un bon jus de cerveau, disons, qui a été nécessaire. Et un génie pour le faire apparaître. Pour créer ça. Et alors, grosso modo, pour être très rapide, disons, ça consiste à... la confiance, disons, de cette monnaie décentralisée tient entre autres au fait qu'un registre est tenu de toutes les transactions qui ont eu lieu, et la création de cette monnaie, déjà 20 millions de bitcoins ont été créés sur les 21 millions maximum, disons, qui est le maximum de bitcoins qu'il y aura dans l'histoire de le futur, disons, enfin normalement. Et donc ces 20 millions ont été obtenus par les gens qui valident les transactions. Et alors cette validation des transactions, ce qu'elle rapporte aux mineurs est divisé par 2 tous les 210 000 blocs, 4 ans, voilà. Donc ça veut à peu près tous les 4 ans. Question que je pose, sachant que si c'est tous les 4 ans que c'est divisé comme ça veut dire que tous les 40 ans, on divise par 1000, et donc on arrivera à 0 bientôt, au bout de 120 ans, on a divisé par 1 milliard. Alors, que se passe-t-il quand... Non, mais les mineurs... Alors, oui. Que se passe-t-il quand les mineurs, pour faire ce travail, donner cette preuve de travail et réussir à certifier tous les échanges les échanges qui ont lieu en permanence sur Internet, ne gagneront plus que 1 milliardième de ce qu'ils gagnent aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les mineurs, ils ne touchent pas que les bitcoins qui sont créés dans cette occasion, ils touchent aussi les frais des transactions. Donc il y aura toujours une motivation financière pour les mineurs et pour qu'ils payent l'électricité
D'accord. de leur Voilà. machine. Alors c'est un tout petit pourcentage, il faut le dire, qui est inférieur évidemment. Alors ça reste inférieur aux moyens bancaires traditionnels. Aux autres. Enfin, je ne voudrais pas dire du mal de qui que ce soit. En tout cas, alors c'est un point super important parce que aujourd'hui, en France par exemple, les gens ne le savent pas forcément, mais les banques font un profit qui est de l'ordre de 100 milliards par an. Les banques françaises, c'est 100 milliards de profit par an. Donc curieusement, d'ailleurs, on n'en entend jamais parler quand il s'agit de prendre de l'argent quelque part. On parle de plein de domaines, on va en prendre dans la santé, dans l'éducation, partout on prend de l'argent aux riches, enfin je sais pas, mais par contre les profits des banques non. Bon, alors comment après, vous expliquez ça, Pierre voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la rente du monopole. Alors à un moment, si vous vous souvenez, il y avait l'État prélevait sur la rente du monopole de France Télécom, je sais pas si tu te souviens Philippe, mais il prélevait une part sur les bénéfices de France Télécom au motif qu'il bénéficiait d'un monopole, donc c'était normal que l'État qui lui avait accordé ce monopole reprenne une partie des profits. Sur les banques, on voit pas ça, bizarrement, c'était très étrange. Donc, alors, elles payent quand même des impôts, normalement, sur leurs activités. Oui, l'impôt que nous payons, en fait, c'est cette rente du monopole. Non, parce que pour moi, c'est un impôt. À partir du moment où vous avez un monopole pour lequel vous n'avez pas voté, moi, personnellement, j'ai jamais voté. Pour que les banques aient un monopole, que l'euro est un monopole, bien sûr, je paye donc comme tout le monde, et donc je considère que c'est... Alors, pourquoi ces 100 milliards sont bien sûr tout à fait excessifs? C'est des profits que vous ne retrouvez dans aucune autre industrie, c'est ça qui est intéressant, y compris l'aéronautique, si vous voulez, des industries qui produisent réellement des choses. Là, on parle simplement de système informatique, je rappelle, c'est quand même que ça, une banque aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, c'est comme la sécurité sociale. Ça vous avez une société, vous avez en gros un réseau informatique qui fait 100 milliards de profits, enfin voilà, la première question à se poser, c'est d'où ça vient, pourquoi ils prennent autant d'argent. Donc là, moi je réponds, c'est le monopole, et si on compare à ce que Bitcoin coûterait à la société, c'est à peu près rien en fait. Juste pour vous donner, pour ceux qui nous écoutent, la banque en France, ça représente à peu près 400 000 personnes qui travaillent d'emploi, donc 400 000 personnes qui sont payées assez grassement d'ailleurs pour faire ce qu'ils font, assez qualifiées. Donc c'est autant d'emplois qui ne sont pas disponibles pour d'autres, pour des activités, je dirais, productives. Bien sûr, la santé, l'éducation, toutes sortes de professions qui sont... Quel gaspillage, quel gâchis. Donc on a ces 400 000 personnes. À côté de ça, Bitcoin va employer pour tourner quelques centaines, quelques milliers de personnes, ce qui me paraît le bon ratio pour faire tourner un système informatique qui gère les paiements et les transferts de valeur. Donc c'est ça que Bitcoin réalise. Donc c'est pour ça qu'il y a je fais souvent le rapport avec l'intelligence artificielle. C'est un peu comme l'intelligence artificielle de ce point de vue. Ça libère des cerveaux pour faire autre chose. En fait, c'est pas une question de... Donc c'est effectivement un gain de productivité fantastique. En tout cas, à court... Et là, il est aujourd'hui devant nous, ce gain de productivité. C'est pas quelque chose dans le futur avec l'IA. On peut encore s'interroger sur comment ça va tourner, etc. Surtout si c'est contrôlé par les Américains. Mais en l'occurrence, juste ouvrir le champ et mettre fin au monopole, c'est potentiellement 100 milliards de plus d'économies pour l'économie française. Voilà, par an. Je parle annuel. Très bien, donc c'est considérable. C'est un enjeu énorme et c'est pour ça que la candidature d'un candidat Bitcoin à l'Assemblée est intéressante. Ce sujet commence à percoler au niveau politique. J'ai cité Reconquête, vous avez cité Lisnard. Je pense qu'il y a quelques politiques qui ont compris. Et ceux qui nous parlent de faire des économies de 1 milliard en supprimant un jour férié sont encore plus ridicules. Ils ne suppriment pas un jour férié, ils le volent. C'est-à-dire qu'au début, on pensait qu'ils supprimaient juste un jour férié. Et qui en plus pensent qu'ils sont géniaux parce qu'ils ont proposé ça, c'est ça qui est fantastique. Ils le raffarinent. Je pense qu'on ne peut pas espérer une génération de politiques qui vraiment comprend les problèmes et sait les résoudre. Oui. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes, vertueuse crypto-monnaie est le thème de l'émission du jour que je traite avec Philippe Herlin qui a écrit un livre Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies aux éditions Erol, et Pierre Noisa qui a écrit L'énergie face cachée de la monnaie chez Consensus Network, un éditeur. Voilà, peut-être que pour terminer avec la présentation peut-être juste du Bitcoin, il y a un article excellent d'ailleurs qu'avait écrit le 5 décembre 2024 Yorick de Lombine, Une inarrêtable révolution copernicienne dans les Échos, et qui commence ainsi: à long terme, il n'y a pas de scénario intermédiaire réaliste pour le Bitcoin, soit il tombe à zéro, soit il atteint des montants inimaginables. Le franchissement de la barre symbolique des 100 000 $ nous éloigne de la première option. Alors, je crois que c'est très vrai, c'est-à-dire que maintenant que vraiment ça fait... depuis 2009, ça fait 15 ans,
16 ans que tout le monde essaye de voler, de voler tout le monde avec le Bitcoin. Les meilleurs hackers et les meilleurs informaticiens du monde essayent. Ils n'ont pas réussi, donc voilà, c'est solide, c'est sûr. Le truc fonctionne bien et c'est assez garanti. Alors, il y a eu des vols qui ont eu lieu sur... oui, c'est ça, c'est pour les gens qui détiennent... Mais alors ce que vous dites dans votre livre, Philippe Erlin, c'est qu'il y a Chain Analysis, je crois, une entreprise qui suit comme ça justement le registre des bitcoins, et vous dites que finalement c'est pas possible aujourd'hui, même pour Satoshi Nakamoto, de dépenser le million de bitcoins qu'il a. Enfin, en tout cas, c'est pas possible de le dépenser sans que ça se voit. C'est-à-dire que si on n'a pas la clé privée en fait, parce que le bitcoin, chacun, enfin ceux qui le détiennent en privé, ceux qui le détiennent en propre, on peut aussi avoir du bitcoin en ayant sur une plateforme d'échange, ou en achetant un ETF. Enfin, si on est américain, on peut acheter un ETF bitcoin. Mais alors, on ne possède pas le Bitcoin. Pas de choses trop compliquées, ETF Bitcoin, c'est-à-dire ? C'est une enveloppe en quelque sorte, mais qui représente Bitcoin, mais on ne détient pas le Bitcoin directement. Mais si on détient un Bitcoin directement, on le détient parce qu'on a les clés privées. Maintenant, si les clés privées, on les laisse sur son ordinateur en clair et qu'on ne met pas l'antivirus à jour et qu'on se le fait piquer, on se fait voler ces bitcoins. Voilà, oui, mais c'est ça. Mais alors, ce que vous disiez, c'est qu'il y a eu des vols de bitcoin, je ne sais plus, au Japon. C'est pas Bitcoin qui est en cause, c'est plutôt les plateformes d'échange, etc. Enfin, ou la personne elle-même qui fait des choses imprudentes. On ne laisse pas ses clés privées en clair sur son ordinateur. On met ça sur un papier ou voilà. Où on perd l'ordinateur, c'est arrivé à un sur un clé Ledger, après il y a d'autres dispositifs. Voilà, oui. Mais la question, ce que vous dites, c'est que les gens qui ont volé ces grandes quantités de bitcoin ne pourront pas les dépenser sans que ça se voit. C'est très difficile parce que justement Chainalysis, c'est une société américaine, c'est la numéro 1 mondiale qui suit la blockchain, qui travaille avec les États pour récupérer les crypto-monnaies volées d'ailleurs. Comme c'est inscrit sur la blockchain en clair, alors en clair ça veut dire quoi ? Il y a un numéro de compte, on ne sait pas qui est derrière forcément, mais si cette personne-là, à un moment, elle fait une transaction, elle achète un produit sur le site sur un site internet, à ce moment-là, elle donne son adresse, poum, et on la retrouve. Donc c'est ce qu'on appelle pseudonymisé. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pseudonyme, c'est pas anonyme. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur le Bitcoin, c'est de l'argent, des terroristes et des vendeurs de drogue. En fait, c'est très difficile. Il y a des trafiquants de drogue qui ont essayé, ils se sont fait piquer par le fisc français d'ailleurs. D'accord, oui. Donc c'est pas du tout. L'argent de la drogue, on peut le dire, c'est les billets de banque en fait. Oui, c'est ça. Très clair là-dessus. Bien sûr. S'ils utilisent les crypto-monnaies, comme tu l'expliques, Philippe, évidemment, ils vont laisser des traces indélébiles sur Internet et évidemment que les autorités vont pouvoir les récupérer, les identifier et les suivre. Il y a ce qu'on appelle la mécanique des commissions rogatoires, etc., qui permettent d'exiger d'un prestataire, par exemple d'un VPN, qui peut masquer votre adresse. Virtual Private Network, voilà, c'est ça permet de masquer son adresse sur Internet. Le prestataire peut être soumis à une demande des autorités à laquelle il devra répondre. Alors, ça prendra 6 mois, 1 an, mais on arrivera à retrouver la personne. Donc, c'est tout à fait illusoire de penser que... Donc, c'est pour ça que tous les trafiquants utilisent les billets de banque, tout simplement. Parce que c'est plus simple pour eux et c'est moins dangereux. Et alors, il continue, j'en termine avec son article. Depuis la destruction, c'est à la fin de l'article, depuis la destruction de l'étalon or par les États, la monnaie marche sur la tête, Bitcoin la remet sur les pieds. Le régime fiat, donc c'est le régime de la monnaie fiduciaire habituelle, est intrinsèquement inflationniste. Il déstabilise l'économie, dissuade l'épargne, incite à la surconsommation et au surendettement, favorise les détenteurs d'actifs, financiarise le capitalisme, alimente la démagogie et la corruption et finance des guerres atroces et inutiles. Voilà, je crois que la liste est intéressante et c'est un peu de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est toute l'extraordinaire prospérité, les choses merveilleuses qu'on peut attendre dans les années qui viennent de Bitcoin. Alors j'ai une auditrice qui nous dit « Bonjour messieurs, une question, peut-on encore espérer ça c'est un auditeur, pardon. Bonjour messieurs, une question, peut-on encore espérer que la folle ascension du Bitcoin se renouvelle avec d'autres crypto-monnaies aujourd'hui accessibles pour quelques euros, ou bien a-t-on raté définitivement le coche? Et si les espoirs sont encore permis, des noms vous viennent-ils en tête ?» Alors là, je peux rassurer cette personne, c'est que Bitcoin est loin d'avoir atteint son prix, son sommet. On est très très loin de ça. Pour plein de raisons, notamment il n'y a qu'à
autour de vous, interrogez les gens, il y en a très peu en fait qui ont compris Bitcoin et qui l'utilisent. Alors c'est pas très simple à acheter. Moi j'aimerais bien avoir des Bitcoins, mais bon, d'ailleurs il est prévu qu'Yorick m'emmène un jour, je ne sais pas où, l'un de vous deux, je ne sais pas, là pour acheter mon premier Satoshi. Puisque alors ça vous pouvez le faire sur Paymium.com, la société que je dirige en tout cas, on propose ce type de service. Donc ça c'est relativement simple, c'est comme ouvrir un compte sur une banque en ligne en vrai. Ça ressemble beaucoup à la démarche et vous avez dès lors la possibilité d'acheter des fractions de Bitcoin ou plus si vous le souhaitez. Donc ça c'est devenu relativement simple, mais en tout cas, la question aussi, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, parce qu'on peut espérer plus de gains avec d'autres crypto-monnaies. J'ai envie de dire, soyez prudents avec ça, parce que ces autres projets, ces autres crypto-monnaies, contrairement à Bitcoin, elles ne sont pas tellement décentralisées. Elles sont autour de... Il y a des promoteurs derrière, il y a des influenceurs Internet, donc vous avez une période d'euphorie sur ces coins en général, qui ensuite se termine dans la douleur par un crash, parce que la plupart déclinent après très très rapidement. Donc ça peut être, si on réussit son coup, on peut effectivement faire une opération, mais c'est extrêmement risqué. Alors que sur Bitcoin, si vous avez un horizon de 3-4 ans, historiquement, vous êtes gagnant. En fait, c'est-à-dire vous allez vous allez bénéficier de la hausse moyenne annuelle qui est, je la rappelle, de à peu près 50% par an. Donc pourquoi aller chercher du risque et risquer de tout perdre quand vous avez un actif comme Bitcoin qui vous permet de gagner en gros 50%, faire plus 50% par an historiquement depuis 10 ans. Je pense que c'est pas une bonne idée, donc je conseille fortement de rester sur Bitcoin à ceux qui nous écoutent. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'il faut jamais investir plus d'argent que ce qu'on a en poche et ce qu'on peut se permettre de perdre de toute façon, et que l'émission elle-même ne donne, et ni la radio ne donne aucune recommandation à personne dans aucun domaine. Mais je comprends très bien. Surtout pour les détenteurs d'assurance vie qui ont l'assurance vie, c'est un horizon pour avoir l'avantage fiscal de 8 ans, je crois, aujourd'hui. Donc sur un horizon long comme ça, on est gagnant sûr. Je pense que Bitcoin dans 8 ans, il y en a qui le prédisent à 10 millions. Donc, non, c'est ce que disent. C'est pas moi, je ne fais pas de prédiction, mais je veux dire que tous les indicateurs sont ouverts pour que ça prenne quand même beaucoup de valeur dans les prochaines années. Donc, c'est dommage de passer à côté. Et faut pas chasser l'ombre pour la proie. Il vaut mieux ça. Bien sûr. Et puis en fait, c'est très facile de créer une crypto-monnaie. Finalement, il suffit de prendre le white paper, le papier blanc, disons le papier d'origine, créant finalement étant la constitution un petit peu de la monnaie. Et donc, il y a plein de gens qui ont créé des crypto-monnaies comme ça. Il y en a plus de 20 millions. Vous êtes de crypto-monnaie, voilà, c'est ça. Plus que de Bitcoin, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a plus de crypto-monnaie que de Bitcoin. Donc ça n'a pas de sens. Et puis pour rassurer Sheldon, il faut dire, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent ça, mais on peut acheter un morceau de Bitcoin. On n'est pas obligé de mettre 100 000 euros pour acheter un Bitcoin. On peut mettre 5 000 euros ou 10 000 euros pour acheter une n'importe quelle somme, en fait. N'importe quelle somme. Il ne faut pas croire que des cryptos qui valent quelques euros, elles sont bon marché et elles vont monter. Ça, c'est une erreur complète. Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a Bitcoin, Ethereum, quelques rares autres qui sont un peu connus aussi. Enfin, je dirais dont vous parlez dans votre livre, Philippe Ernoult. Voilà, mais il faut se concentrer sur Bitcoin. Voilà, c'est ça. La vraie révolution, c'est Bitcoin, et ça reste. Et avec un horizon de 4 ans, comme Bernard rappelait, c'est-à-dire, pour 4 ans, parce que 4 ans, c'est le cycle naturel de Bitcoin avec les halvings. Donc, en gardant 4 ans, vous êtes sûr d'être gagnant. Voilà. D'accord. Alors, et 8 ans encore mieux, 12 ans encore mieux. Est-ce qu'il vaut mieux attendre j'ai regardé ce matin, à 5h du matin, ça valait 95 293 euros. J'ai vu qu'à minuit 30, ça valait 96 000, donc 700 euros, 700 euros de plus. Il faut savoir qu'il y a une grande volatilité, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, en ce moment, le Bitcoin tourne autour des 100 000 euros, c'est à peu près la somme actuelle. Est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça baisse avant d'en acheter Ça, c'est risqué. C'est risqué, oui, parce que ça peut monter. C'est risqué, parce que quand on regarde les cycles, normalement, le cours devrait continuer de monter. Ensuite, à chaque fois, il devrait baisser ensuite pendant 2 ans, puis remonter. Il baisse moins que la fois précédente, donc du coup, c'est rassurant. Donc, se dire, est-ce que j'attends ce qu'on appelle le bear market, le marché ours, pour parler français sur Radio Courtoisie, le marché qui fait la moue, qui fait la gueule comme un ours, et pendant ça dure à peu près 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on attend le prochain marché ours de 2026-27 en se disant il sera peut-être
moins cher qu'aujourd'hui, que 100 000 euros. Bien sûr, oui. C'est risqué. On peut faire ce pari, mais je dis c'est risqué. Voilà, c'est... Ouais. À mesure que Bitcoin avance, il est moins volatile, donc c'est de plus en plus risqué de faire ça, effectivement, parce qu'il y en a qui, en faisant ça, sont passés à côté en fait de l'acheter à 10 000. Donc c'est très dangereux d'attendre la baisse, parce que quand elle ne vient pas, après vous rachetez plus cher en fait. Donc il vaut mieux. Ce qu'on recommande nous aux gens souvent, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging en anglais en termes techniques. Mais en gros, c'est d'acheter un petit peu chaque mois ou chaque semaine. Ça permet de s'affranchir de ces variations d'une semaine à l'autre, et on a comme ça un cours lissé sur la période en évitant la crainte d'acheter au mauvais moment. Donc acheter plutôt quelques satoshis chaque semaine. Voilà, c'est ça, toutes les semaines, tous les mois, mais en tout cas, ne passez pas à côté en retardant votre investissement. Si ça vous intéresse, une fois de plus, ne risquez pas de l'argent que vous n'avez pas. Ça n'est surtout pas le sujet de cette émission. C'est vrai pour Bitcoin, mais c'est encore aussi vrai pour l'assurance vie, parce que les gens qui se croient tranquilles, apaisés et sûrs de garder leur épargne en ayant de l'argent dans l'assurance vie, quand on voit l'état des finances et de l'assurance vie, c'est consulté par la dette de l'État. Est-ce que vous avez confiance dans François Bayrou? Est-ce que vous avez confiance dans Macron? Est-ce que vous avez confiance dans Christine Lagarde? Moi, c'est très léger, très léger. Pour préserver votre épargne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. L'assurance vie aussi, c'est risqué en fait. Tous les placements, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et quand on se pose ces questions, on va très vite vers Bitcoin et vers l'or physique. Alors nous allons nous interrompre pour quelques secondes. On va passer un Mobino. Je vous retrouve en studio. Enfin, nous vous retrouvons en studio dans quelques instants. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Retour en studio, donc, vous écoutez le Libre Journal des économistes. Le thème est Vertueuse crypto-monnaie avec Philippe Herlin et Pierre Noisat. Et autour de leur livre dont je redonnerai les noms en fin d'émission. Alors une auditrice nous dit « Bonjour à tous, je veux saluer le courage de Monsieur Noisat qui s'expose alors que les gangsters pullulent en France et qu'il en a été victime. Cela dit, est-ce que l'argent facile que promet le Bitcoin ne risque pas de renforcer le chaos dans notre société déjà bien malade? On connaît la formule latine « Auri sacra fames, maudite soif de l'or », bien courtoisement. Alors, Pierre Noisat. Alors, franchement, l'insécurité en France, elle est globale. Elle ne touche pas du tout seulement les entrepreneurs de crypto-monnaie comme moi. Elle touche quiconque s'expose en fait publiquement aujourd'hui. Si vous êtes en fait opposant, je pense notamment parler de Reconquête, Éric Zemmour est sous protection policière, parce que il y a des gens qui critiquent certains groupes, on va dire, et donc il doit être protégé. C'est l'état de la sécurité en France et c'est le résultat de la fragmentation de la société et de la perte de l'autorité. Il n'y a plus de place dans les prisons, donc les gens ont un sentiment d'impunité. Je crois que c'est surtout ça le problème en fait. Donc les assaillants qui s'en sont pris effectivement à un membre de ma famille, sans succès, d'ailleurs je le rappelle, je veux rassurer ceux qui nous écoutent, cette attaque-là en tout cas, elle a été, ils ont échoué. Oui, bien sûr. Donc il est possible de se défendre aussi. Et puis je crois d'ailleurs que la personne qui était responsable d'une autre attaque a été arrêtée. Ils ont interpellé quelqu'un qui est incarcéré au Maroc, d'après mes informations. Où effectivement il y a encore des places de prison visiblement, et où les conditions de détention, c'est vraiment des places de prison, c'est pas des places dans un Club Med c'est fermé, parce qu'en France j'ai vu qu'on faisait des nouvelles prisons soi-disant haute sécurité pour les narcotrafiquants. En fait c'est juste des prisons. Les établissements où ils étaient avant, c'était plutôt une sorte de Club Med où ils pouvaient jouer et bénéficier de toutes sortes de prestations. Là effectivement ils se retrouvent en prison, et je crois que même qu'ils se mettent en grève de la faim comme si c'était des opposants politiques. On est vraiment dans ce délire médiatique où des criminels se mettent en grève de la faim parce qu'ils auraient une cause à défendre. Il y a un très bon film Borgo que je conseille à nos auditeurs s'ils ne l'ont pas vu, qui a dû sortir au printemps dernier ou peut-être l'été, qui est très intéressant, où ça se passe autour d'une gardienne de prison, disons, qui est en Corse, et donc ça vous montre assez réalistement
les conditions de détention, etc. C'est très, très instructif, à peu près autant que l'était Bac Nord sur la situation des cités. Donc la solution... à Marseille, oui, voilà, mais effectivement, la solution... les crypto-monnaies ne sont pas le problème, hein, ils sont la solution. Oui. Les riches ne sont pas le problème, ils sont la solution. Ils sont visés par des gens, parce que dès qu'ils s'exposent un peu, effectivement, ils deviennent des figures publiques. S'ils deviennent des figures publiques, ils peuvent être ciblés. Et c'est ce qu'on observe. Et encore une fois, c'est pas que les entrepreneurs de crypto-monnaies. Puis dans un pays où c'est la misère, chaque année davantage. Misère intellectuelle, misère morale. Bien sûr, c'est ça, donc on voit tout ça se développer. Mais la solution, c'est le Salvador l'a trouvé, par exemple. Le Salvador, Nayib Bukele a construit 70 000 places de prison en 7 mois quand il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'homicide au Salvador. On est à 0 homicide en 3 ans au Salvador. Il a fêté les 1000 jours, sans homicide. Ah oui, quand même. Donc, si on compare à la situation française, on voit une solution qui marche, qui donc est honnie par les médias traditionnels, dont heureusement Radio Courtoisie ne fait pas partie, mais il y a énormément de médias qui honnissent donc Nayib Bukele parce qu'il a des solutions qui marchent. Or, le fonds de commerce de ces gens-là, c'est les problèmes. La pauvreté et les problèmes, c'est le fonds de commerce de LFI, c'est le fonds de commerce de l'extrême gauche. Donc effectivement, des gens qui résolvent les problèmes, ce sont forcément des dictateurs, d'après ce que j'ai compris dans leur rhétorique post-marxiste. Donc voilà un peu la situation. Si on pose la question de la sécurité, je pense qu'il y a des solutions. Et c'est déjà d'avoir des places de prison juste pour mettre les citoyens en sécurité. On ne parle pas de punition. Là, je m'en fous de la punition de ces gens-là. Je ne pense pas qu'ils soient forcément récupérables. Quand on s'en prend à 4 à une femme enceinte, je ne pense pas que ce genre d'individus soit... J'ai pas envie de faire leur éducation. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans leur éducation. J'ai pas envie de leur faire leur éducation. Moi, mes impôts doivent pas servir à faire leur éducation. Mes impôts doivent juste servir à protéger les citoyens qui recommencent pas. Et pour qu'ils recommencent pas, il faut qu'ils soient dans une cellule de prison. Voilà. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui en réponse à cette question. Et je le fais avec un peu d'émotion parce qu'effectivement, j'ai été touché à titre personnel. Je comprends bien. Et c'est le cas d'ailleurs de toutes les victimes en France qui sont parfois scandalisées de voir dans la rue des gens qui les ont agressés, qui ont été attrapés par des policiers le matin même ou peu de temps avant. Le Salvador, n'est-ce pas ce pays qui a donné cours légal au Bitcoin ? Le Salvador, il s'est fait connaître par cette décision stupéfiante au moment où il l'a prise. Bien sûr, d'accorder le cours légal, c'est-à-dire que tout le monde pouvait payer en Bitcoin auprès des commerçants. Alors maintenant, concrètement, c'est pas forcément le cas parce que tous les commerçants n'ont pas forcément l'application qui permet de payer et puis les gens n'ont pas forcément envie de payer en Bitcoin. Surtout, il faut savoir qu'au Salvador, le Salvador n'a plus sa propre monnaie. C'est une économie dollarisée. Donc la monnaie du Salvador, c'est le dollar. Et les gens continuent de payer en dollars. Mais le fait qu'il ait pris cette décision, ça a quand même permis de faire connaître Bitcoin dans le pays et de faire connaître le pays dans le monde entier aussi. Bien sûr aussi, oui. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il constitue aussi une réserve stratégique de Bitcoin. C'est le premier. Alors, maintenant, on en parle parce que Trump a pris cette décision aux États-Unis. Il en a parlé pendant sa campagne et puis il y a un fonds qui a créé. Mais le premier à avoir décidé d'acheter régulièrement des Bitcoins pour constituer une réserve, un peu comme les banques centrales achètent de l'or physique, c'est Bukele au Salvador. Voilà. Vous formulez même une hypothèse dans votre livre, une hypothèse à laquelle je ne sais pas quel crédit vous accordez à cette hypothèse, sur le fait que c'est peut-être même les États-Unis qui ont créé ou co-créé le Bitcoin pour... ça fait partie des hypothèses. On substitue au dollar. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Voilà. C'est un autre sujet. Je fais partie des... On va peut-être pas développer ça. Pierre Noza, vous vouliez sur le Salvador, je pense que c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça pose la question de la taxation des plus-values en France pour le Bitcoin, puisque vous savez que si vous faites une plus-value, l'État veut vous ponctionner, comme sur tous les successions, enfin surtout quoi. Donc les plus-values, ils veulent s'en prendre à vos plus-values, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Je le souligne au passage. Si vous êtes au Luxembourg, si vous détenez vos Bitcoins pour 6 mois, par exemple, vous n'êtes pas taxé. En Allemagne, si vous les détenez 1 an, vous n'êtes pas taxé. En Suisse, vous n'êtes pas taxé. Au Portugal, vous n'êtes pas taxé. Donc il y a plein de pays où les plus-values, c'est normal. Vous avez des vrais pays. Les vrais pays, parce que l'État... Pourquoi c'est scandaleux l'histoire des plus-values ? Parce que si vous faites une moins-value, que je sache, l'État vous donne pas un crédit d'impôt. Si vous avez pris un risque, vous êtes rémunéré pour votre risque. L'État n'a pas à se servir, puisque lui, il ne prend aucun risque. Donc c'est tout à fait contestable, cette histoire des plus-values. Mais en tout cas, c'est même illégal dans le cas de Bitcoin depuis que la monnaie a cours légal, parce qu'une devise, les échanges en devises ne sont pas susceptibles d'être taxés au titre des plus-values. Si vous avez des dollars, vous faites une plus-value sur les dollars américains, vous n'êtes pas taxé. Donc,
pourquoi le serait-on sur Bitcoin, qui est donc de facto une devise au Salvador depuis 2021. Je crois qu'il y a un canton suisse aussi, et puis l'Allemagne, il me semble, qui accepte les paiements de l'impôt, il me semble, ou peut-être ça, c'est autre chose, seulement une région allemande, je ne sais plus, qui accepte le paiement. De toute façon, c'est une tendance qui va se confirmer, puisque l'euro, comme vous le savez, est une monnaie qui est basée sur la dette, et la dette donc est abyssale pour ce qui concerne la France et certains autres pays. Donc, je pense qu'à un moment, l'euro va forcément, il va y avoir une crise de confiance dans l'euro. Oui. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, par exemple, quand on nous parle de 3300 milliards de dettes pour le dette publique pour l'euro, ça n'inclut pas les retraites des fonctionnaires. D'accord. Oui, mais comment on les paye chaque année? C'est un débat. On peut considérer. Les anglo-saxons. Juste pour dire que les anglo-saxons, eux, intègrent dans la comptabilité anglo-saxonne, elles auraient été intégrées. Donc, on serait à 5 000 milliards probablement, et voire plus de dette publique. Donc, si les anglo-saxons le font, pourquoi? C'est parce que la raison pour la mettre hors bilan, la dette en France, dans la comptabilité française, c'est un scandale. C'est un mensonge énorme qui consiste à dire, mais on peut la mettre à zéro par la loi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un engagement qui peut être revu par le législateur. C'est la seule raison. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. C'est aussi qu'une part de ces, disons, 1700 milliards qui n'ont pas encore été dépensés par l'État, mais qui sont déjà engagés, sont payés chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il y a un petit pourcentage de gens qui donc c'est un engagement, etc. Donc c'est un engagement qui doit être au bilan. Et donc, si vous le mettez au bilan, le bilan il est plus de 3300, il est de 5 000 milliards. Donc, je suis étonné du coup qu'il ne soit pas encore très supérieur à 5 000 milliards d'ailleurs. Si on met tous les engagements de l'État... Voilà, c'est ça. Il y a des calculs qui le mettent à 8 000 milliards. Parce qu'après tout, par exemple, on embauche un fonctionnaire à 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas où, dans l'éducation nationale, on n'a pas le droit de le virer jusqu'à 60 ans, il va vivre jusqu'à 100 ans avec sa retraite. Si vous comptez tous les versements... En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est au moins 5 000 milliards, ce qui rend la perspective de rembourser cette dette encore plus improbable. Moi, je dirais que c'est bien de parler de 3 300, comme ça au moins ça nous donne l'espoir de pouvoir la rembourser. Je crois que c'est l'essentiel. Mais la confiance dans l'euro, elle est quand même liée à si la dette ne peut pas être remboursée, ça veut dire qu'il faut donc payer des intérêts, donc faut qu'il y ait de la croissance pour payer les intérêts, parce que sinon, où est-ce que vous allez chercher les intérêts? Les intérêts, je rappelle, ne sont pas créés dans une transaction de crédit, vous ne créez pas les intérêts, vous créez juste le principal. Donc du coup, il faut de la croissance. C'est le problème principal d'ailleurs de ces monnaies dettes, de la monnaie étatique dette, c'est qu'il lui faut de la croissance pour continuer pour pouvoir rembourser des intérêts. Donc c'est ce qui va à l'encontre, évidemment, de toutes les considérations, je dirais, écologiques ou environnementales, et où vous remarquerez que ce débat sur les intérêts n'est jamais abordé. Donc là encore, ça nous renvoie à toute la mécanique de propagande autour de cette monnaie pour maintenir la confiance dans cette monnaie alors qu'elle ne la mérite plus. Est-ce que, alors je m'excuse auprès des auditeurs de dire le cash, mais on va dire la monnaie sonnante et trébuchante, est-ce que la monnaie sonnante et trébuchante pourrait un jour être bénéficier de l'existence du Bitcoin et être adossée au Bitcoin? Est-ce qu'on peut espérer un jour payer avec un cash adossé au Bitcoin ou profitant du Bitcoin? On peut toujours faire un étalon Bitcoin. C'était le livre dont parlait Philippe tout à l'heure, l'étalon Bitcoin de Saif Dinamus, qui est un universitaire américain, un économiste américain, qui a fait tout un livre sur l'étalon Bitcoin, donc en succession, en remplacement de l'étalon or. Effectivement, l'étalon or n'est plus adapté à un monde numérique, ça c'est sûr. Donc dans un monde numérique, l'étalon Bitcoin fait sens, et à ce moment-là, on aurait ce que vous décrivez, c'est-à-dire une monnaie qui peut être adossée à... Et d'ailleurs, c'est ce que Hayek dit à propos de la monnaie d'État, le monopole n'est acceptable que s'il y a un étalon or. À son époque, c'était l'étalon or dans les années 70. Il dit que ça peut marcher s'il y a un étalon or, s'il y a un garde-fou. Si ce n'est pas la concurrence, ça peut être un étalon monétaire. Mais aujourd'hui, l'étalon Bitcoin pourrait être une étape vers la concurrence des monnaies. La première étape serait d'adosser la monnaie nationale sur quelque chose dont la quantité peut être trafiquée, donc le Bitcoin. Fort bien. Quels sont les autres avantages énormes, par exemple? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'avantage d'avoir une monnaie déflationniste plutôt que d'avoir une monnaie... on peut dire que naturellement, tout le monde veut toujours beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Donc du coup, l'État en crée jusqu'au moment où il en a trop créé. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs les cycles de Kondratiev ou de Juglar, etc. Ce sont des cycles de création monétaire, puis
restrictions monétaires parce que l'État se rend compte, sauf au Mozambique ou en Hongrie, ou des endroits comme ça qui ont connu des inflations absolument délirantes, mais à un moment, l'État restreint l'offre de monnaie. Il se trouve qu'avec le Bitcoin, on a une monnaie qui est naturellement déflationniste. Or, la déflation, elle a toujours été beaucoup critiquée, surtout par des économistes keynésiens, on va dire. Mais enfin, oui, parce que... Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut parler un peu à nos auditeurs de ce monde dans lequel une monnaie devient déflationniste, c'est-à-dire finalement quand vous la mettez sous votre matelas, vous dans votre wallet, votre portefeuille sur Internet, elle va gagner en valeur. Et parce qu'on est habitué à l'inflation, on pense que c'est normal, on pense que c'est un phénomène économique normal qu'il y ait de l'inflation tous les ans. Et même souhaitable. Il y a beaucoup de gens qui disent un petit peu d'inflation, 2% d'inflation, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire qu'en 11 ans, vous perdez déjà 20% d'un capital, ce qui est délirant, avec 2% d'inflation. Maintenant que c'est quand même une inflation, c'est-à-dire vous enterrez votre argent dans le jardin, 11 ans plus tard, tac, vous avez perdu un cinquième. C'est énorme, mais beaucoup de gens disent 2% d'inflation, et ça permet, par exemple, d'acheter la paix sociale en augmentant un peu les salaires chaque mois, chaque année plutôt. Voilà. Et donc on vous vend souvent l'inflation. On dit d'ailleurs qu'une monnaie déflationniste a ce défaut-là, que les gens la conservent. Oui, les gens ne consommeraient plus. Arrête de consommer. Alors, si votre fille veut des crêpes, il faut bien acheter du lait et des œufs. Il faut bien manger, il faut bien manger. Donc, de toute façon, on fait quand même des dépenses. Mais c'est vrai que quand on a une monnaie dont la valeur se maintient au cours du temps, ou même si elle garde de la valeur, ou si elle prend de la valeur au cours du temps, on va dépenser moins et on va faire un choix plus raisonné et plus réfléchi. Et ça va encourager l'épargne. Alors qu'à l'inflation, ça décourage l'épargne. Alors même si en France, on a un taux d'épargne élevé, mais c'est parce que les gens savent qu'ils n'auront pas de retraite. Donc, et qu'ils ont un État dont ils se méfient un peu. Voilà, ils ont un État qui se méfie un peu, mais aux États-Unis, le taux d'épargne est extrêmement faible. Et c'est une tendance naturelle. Quand il y a de l'inflation, vous avez de l'argent, vous le dépensez. Et ça favorise une économie qui a un peu de faible qualité. Le fait d'avoir une monnaie qui garde sa valeur, ça change. Ça, c'est Safedan Amos qui explique ça dans son livre. C'est la préférence temporelle. Vous vous projetez d'autant plus dans le futur quand vous avez une monnaie dont vous êtes certain qu'elle va garder sa valeur ou que même elle va en prendre. À ce moment-là, vous vous projetez plus dans le futur et votre conception de la vie change. Oui. Quand vous avez une monnaie qui perd de la valeur, vous avez tendance à tout dépenser. Donc ça, c'est important. Ça joue au niveau d'un individu, ça joue aussi au niveau des sociétés, quoi. Ah oui. Ça joue au niveau de l'architecture. Il explique ça, Safedan Amos. Il dit aujourd'hui, on a tellement de techniques à disposition, on pourrait faire des bâtiments extrêmement solides qui dureraient des décennies ou des siècles. Voilà. Alors qu'avant, ils avaient moins de technologie et ils avaient moins de moyens. Et ils ont fait des bâtiments qui tiennent encore aujourd'hui. Voilà. Mais le fait que nous, on ait de l'argent et qu'on a un cycle inflationniste, on n'investit plus dans l'avenir et on construit des bâtiments qui, genre comme l'Opéra Bastille, qui au bout de 20 ans, pour faire L'inflation, c'est le court terme, c'est la rémunération du court terme, alors qu'avec la déflation et les talons énergétiques que représente Bitcoin, on a l'obligation d'investir dans des projets qui rapportent plus que la quantité d'énergie qu'ils utilisent. En fait, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, d'ailleurs, parce que je développe dans le livre une théorie énergétique de la valeur. Donc j'explique qu'il y a un lien entre valeur et énergie, il y a un lien entre rareté et énergie. On peut même mesurer ces concepts en joules, quasiment en énergie. Donc c'est ça que je pense intéressant. Je rappelle le titre du livre, l'énergie face cachée de la monnaie. Voilà. Donc c'est en expliquant ces concepts-là, qu'est-ce que c'est que la rareté de manière un peu plus rigoureuse que ce qu'on peut lire d'habitude, disons. Eh bien, on comprend qu'effectivement, avec Bitcoin, on a un étalon qui va obliger les gens à investir dans des projets qui créer de la valeur. C'est créer de la valeur, ça veut dire libérer plus d'énergie que celle qui a été consommée pour réaliser le projet, en gros. D'accord. Donc, c'est un standard énergétique. C'est pour ça que Bitcoin utilise l'énergie comme contrepartie. Alors, je rappelle des surplus d'énergie. Ça ne concerne pas l'énergie qui est à Paris ou qui serait prise aux consommateurs. Ça fait baisser la facture d'électricité, en fait, le minage Bitcoin pour tout le monde, parce que ça consomme des surplus d'énergie. Parce que les autres sont trop chers. L'énergie au prix de marché, elle est trop chère. Vous donnez un moment le ratio, je ne sais plus, alors le nombre, la valeur absolue, j'ai en tête 140 TWh. L'utilisation, qui est une poussière, une toute petite quantité d'électricité comparée aux surplus qui sont disponibles dans le monde. Donc on est très 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 loin d'avoir épuisé tous les surplus. Donc le minage Bitcoin n'a aucun impact négatif sur l'environnement, contrairement à ce qu'on peut lire. Et au contraire, il permet d'utiliser de manière très profitable. Il permet de monétiser des surplus, c'est-à-dire de rentabiliser des infrastructures
plutôt d'ailleurs des renouvelables, en général de l'hydraulique. Il permet aussi de récupérer quand il utilise du méthane, par exemple. Le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement toxique, donc la conversion du méthane en CO2 est bénéfique pour l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. De brûler du méthane, ça limite l'effet de serre. On peut transformer le CO2 en méthane aussi. Enfin, ça non, mais dans le sens habituel, CO2, c'est ce qu'utilisent les mineurs Bitcoin dans certaines régions, là où il y en a, plutôt que de relâcher le méthane dans l'atmosphère ou le brûler dans une torchère. Donc, dans tous les cas, l'impact est positif. C'est un objectif du GIEC, la conversion du méthane en CO2. Donc, on ne peut pas nous accuser de raconter n'importe quoi. C'est très sérieux. C'est un des problèmes identifiés par le GIEC pour le réchauffement climatique. Donc, parce que on parle de quantité énorme. Et là encore, Bitcoin en convertit une petite partie. C'est une toute petite. Par contre, les adversaires, les propagandistes des banques centrales vont vous expliquer que c'est pas du renouvelable, machin. Ils vont tout vous embrouiller. Si vous regardez vraiment le sujet, tous les experts s'accordent à dire que l'impact Bitcoin il est positif sur l'environnement. Donc tous ceux qui nous écoutent doivent écouter les propagandistes avec une oreille critique, parce que franchement, pour avoir beaucoup étudié le sujet, tout le monde arrive à la conclusion que ça a un impact positif sur l'environnement. Mais surtout, comme je disais, le fait que c'est déflationniste, c'est comme disait Philippe aussi, c'est le contraire de la société de consommation. C'est arrêter de subventionner le court terme, en fait. C'est ça, l'inflation, c'est une subvention du court terme. Ça vous oblige, c'est de la monnaie fondante, ce qu'on appelle parfois de la monnaie fondante, l'inflation. Donc, ça incite au court-termisme. Et c'est la société de consommation, c'est tout ce qu'on veut essayer de remettre un peu d'aplomb. Bien sûr. Et puis il y a aussi des gens qui minent, par exemple, et qui chauffent des immeubles avec qui s'installent près d'une centrale hydroélectrique pour utiliser les surplus d'énergie et qui s'en servent pour chauffer les immeubles avec la chaleur dégagée par les ordinateurs qui font du minage, etc. Enfin, donc il y a plein de solutions qui existent. On peut acheter un radiateur qui fait du minage, puisque effectivement, quand vous faites tourner un ordinateur, 99% de l'énergie en fait est convertie en chaleur. C'est ça, oui. Pratiquement toute l'énergie est convertie en chaleur. Donc c'est un ordinateur, du point de vue thermodynamique, c'est essentiellement un radiateur, parce que la réduction d'entropie, c'est-à-dire les calculs dans l'ordinateur, eux, consomment très peu comparé à l'énergie qui est utilisée. Donc, effectivement, vous pouvez acheter aujourd'hui un radiateur qui va faire du minage Bitcoin pour chauffer votre salon. Et alors, par rapport à l'étalon or, est-ce que c'est pas, ou par rapport à une monnaie, disons, assise sur l'or, qui a l'avantage d'être extraordinairement stable dans le temps et qui permet, par exemple, les comparaisons entre combien coûtait, les comparaisons entre le niveau de vie d'un Égyptien au temps des pyramides, disons, et quelqu'un aujourd'hui pour voir combien est-ce qu'il payait son kilo de bœuf et tout. Enfin, moi, c'est très bien aussi, non, les monnaies stables, non. Enfin, est-ce que c'est, ce qui est délétère, disons, c'est l'inflation. Ensuite, tout ça entre la déflation et alors, ça a commencé, la rupture entre la monnaie et l'or, parce que quand la monnaie était liée à une quantité d'or, ça empêchait l'État de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que c'était un système parfaitement idéal, mais ça empêchait l'État de faire n'importe quoi. Dans le système Bretton Woods, c'est uniquement le dollar qui était rattaché à l'or et les autres monnaies au dollar. Donc, il pouvait y avoir des dévaluations comme le franc français et donc de l'inflation. Mais bon, c'était quand même un système assez sain. Et le président américain Richard Nixon décide d'en sortir le 15 août 1971 en disant... alors, à l'époque, c'est temporaire. Il expliquait que c'était temporaire, mais que le dollar allait flotter et qu'il n'y avait plus de lien. C'est depuis ce moment-là que les déficits publics ont commencé à exploser. Bien sûr, en France, aux États-Unis, partout. Et on est encore... nous en 74. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est encore dans cette histoire-là, et on commence là, je pense, on commence à atteindre le bout, parce que en France, il n'y a pas que la France qui a des problèmes de dette, il y a aussi les États-Unis, parce que Trump il y a d'autres pays européens d'ailleurs. À une époque, il y avait le serpent monétaire européen. Aussi, ça a été supprimé avec l'euro, mais l'euro était au départ pas du tout inflationniste, et puis il l'est devenu parce que la pression des États. On est encore dans le problème de la dette, le Japon aussi. Et d'ailleurs, on constate en ce moment, dans les jours et depuis quelques semaines, les taux d'intérêt sur la dette de la France, mais aussi de l'Angleterre, de l'Allemagne, États-Unis, Japon, se mettent à grimper de façon très, très, très importante. Des choses qu'on ne voit jamais sur ces marchés-là, qui sont énormes, parce que c'est des montants qui sont gigantesques. On parle de dizaines et dizaines de milliers de dollars, donc de milliards de dollars. Donc c'est des montants gigantesques. Donc on commence à toucher les limites de ce système-là. Voilà. C'est pour ça que Bitcoin est une solution, l'or aussi, et qu'il faut y penser pour son épargne, plutôt que l'assurance vie qui repose sur ces obligations là, qui sont en train de chauffer là, en ce moment.
Alors, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est vertueuse crypto-monnaie. Je devrais dire d'ailleurs vertueux Bitcoin, histoire d'être plus simple. Parce que, voilà. Finalement, à part l'Ethereum, on parle du Monero parfois aussi, qui est plus discret que les autres. Mais je sais pas. Bref, peu importe. Mais voilà, vertueux Bitcoin, la vertueuse crypto-monnaie. Et mes invités aujourd'hui pour en parler avec moi sont Philippe Herlin, qui a publié Bitcoin, comprendre et investir. Guide pratique des crypto-monnaies, et Pierre Noisa, qui a écrit L'énergie face cachée de la monnaie, aux éditions Consensus Network. Voilà, j'ai du mal à viser la caméra. N'hésitez pas à nous envoyer encore des questions et des commentaires, même si le sujet est peut-être un peu trop technique, je ne sais pas. Le Bitcoin, on va dire, d'une certaine manière, a dépucelé un petit peu les États par rapport à cette histoire de contrôle de la monnaie. Est-ce qu'on peut espérer justement que maintenant que c'est fait, il y ait d'autres monnaies qui puissent se créer simplement et voilà, perdu pour perdu. Ouais. Est-ce que enfin les États vont complètement se sortir de ce monopole voilà, qui est très très nuisible entre leurs mains? C'est ce que Hayek, quand il parle de concurrence des monnaies, Hayek effectivement décrit une concurrence entre des acteurs privés qui, comme ça, vont s'éliminer. On va éliminer ceux qui gèrent mal la monnaie en créant trop. En gros, c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que les utilisateurs de la monnaie privée vont perdre confiance dans l'émetteur s'il y en a trop qui circulent. Donc ça, c'est la vision de Hayek dans les années 70. Maintenant, avec Bitcoin, encore une fois, c'est la monnaie parfaite, en fait. C'est-à-dire elle est difficile à concurrencer. Donc, on a une concurrence des monnaies entre quoi et quoi? Entre la monnaie d'État et Bitcoin. C'est ce qu'on voit au Salvador avec le dollar et Bitcoin, où il y a une saine concurrence entre les deux. Mais est-ce que l'État peut utiliser autre chose qu'une monnaie dette, une monnaie argent magique, je dirais? Ça va être compliqué parce qu'il va toujours avoir une propension à vouloir promettre. L'État, il promet, les gens sont élus sur un programme, donc des promesses. Et la monnaie promesse, c'est la monnaie dette. La dette, c'est une promesse de travail. Donc la preuve de travail, c'est Bitcoin, c'est le contraire de la promesse, c'est la preuve. D'ailleurs, mon bouquin, je voulais l'intituler La promesse et la preuve, justement, pour qu'on comprenne bien la dialectique presque yin-yang entre les deux. Oui, vous parlez souvent yin-yang. J'évoque beaucoup le taoïsme, la symbolique taoïste. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la croyance qui est le yin, c'est la connexion des gens entre eux qui sont regroupés par la croyance que Harari a aussi décrit dans Sapiens. Il explique que Sapiens est devenu Sapiens parce qu'il était capable de croire, en fait. Et ça permettait de créer des groupes de Sapiens qui devenaient très puissants et qui a pu éliminer les autres espèces. Ça, c'est dans le livre de Harari, qui est, je dirais, assez complémentaire de ce point de vue du mien. Mais en tout cas, il y a effectivement l'État, ça va être difficile pour l'État de ne pas utiliser une monnaie où il fait des promesses, en fait. Parce que comment se faire élire après, sinon? Oui, mais enfin, une fois peu à peu, peut-être que de plus en plus d'États vont intégrer ça, donc intégrer le Bitcoin, donc ça va être peut-être la suppression déjà du cours forcé, qui n'existe plus quasiment, sinon à travers peut-être les taux directeurs des banques centrales, mais peu importe, et le cours légal. À partir du moment où il n'y a plus de cours légal, déjà là, on peut dire que l'État français, alors évidemment, peut faire pression sur la banque centrale à Francfort, mais moins qu'à l'époque où c'était à Paris, et où le service était direct. Finalement, cet éloignement, on le voit, d'ailleurs, la loi Pompidou, qui est parfois critiquée par certains de nos auditeurs, sur le fait que l'État emprunte exactement comme n'importe quel emprunteur sur les marchés, sans pouvoir se servir sur la monnaie de la Banque de France à l'époque et de la Banque de Francfort aujourd'hui. C'est aussi un éloignement finalement, on éloigne peu à peu, c'est le mouvement naturel, disons, le mouvement constaté. Les États sont de moins en moins impliqués dans la monnaie. Moi je crois pas. Aujourd'hui c'est pas très net, moi je crois pas. Je crois pas du tout. Et je pense que les États occidentaux modernes ne peuvent plus se passer de la planche à billets. Oui. Là, je pense. Mais alors jusqu'à la faillite. Je pense qu'elle va redémarrer là, parce que vu le niveau de déficit, mais l'État ne peut pas se passer. Et donc, ça va passer par une crise de la dette, et donc une ruine. Oui, mais la crise de la dette, c'est surtout une crise de l'emprunt. C'est surtout notre problème. Non, une crise de la dette, ça veut dire que les gens qui ont l'assurance vie, ça tombe à zéro, quoi. C'est ça, il faut comprendre. Oui. Voilà. Et puis, ça veut dire un effondrement des banques, parce que les banques ont beaucoup de dettes d'État
parce que la réglementation les oblige. Et pour acheter de l'or, et les banques françaises, BNP, tout ça, achèteraient de l'or, du Bitcoin pour mettre à leur bilan. Ça me rassurerait, je trouvais ça très bien, bravo. Ou de l'immobilier. À une époque, les banques, les sociétés d'assurance avaient beaucoup d'immobilier à Paris. On voit sur les 80% des AGF, etc. Donc si les banques et les assureurs français avaient ça à leur bilan, je trouvais ça bien. Le problème, c'est qu'elles ont zéro maintenant. Ils ont quasiment plus d'immobilier. Or et Bitcoin, ils n'ont pas. Et la réglementation les oblige à acheter un actif solide qui est la dette d'État. Et c'est une façon pour l'État de refourguer sa dette. Donc on est dans un système où le serpent se mord la queue, mais le jour où il va arriver au bout, tout s'écroule. Et c'est ça le risque. Et malheureusement, je pense qu'on va être obligé d'en passer par là pour que l'État soit guéri et que les citoyens prennent conscience de l'arnaque dans laquelle ils vivent depuis plusieurs décennies. On va dire depuis le 15 août 1971, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, tu as raison d'employer le mot arnaque, parce qu'en plus, je veux souligner pour ceux qui nous écoutent que la BCE n'a pas le droit de financer directement les États. Par contre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète des titres de dette sur le marché secondaire. Donc, les titres effectivement achetés par les banques commerciales se retrouvent après. La BCE soutient finalement les cours de ces titres en les achetant sur le marché secondaire. Donc, elle contrevient à ses obligations. Enfin, c'est donc, on peut dire, d'une fraude. C'est une arnaque, une fraude, on peut appeler ça comme on veut. Donc, effectivement, il y a un vrai souci. Et je te rejoins sur le fait qu'on peut prédire une crise de la dette qui me semble, moi aussi, inévitable. Après, c'est la question, c'est quand, parce que c'est toujours pareil. Ça peut prendre du temps. Mais alors, c'est d'ailleurs c'est ce qui est... Non, mais Hayek avait prévu, on peut dire, Hayek l'a prévu en 74, c'est toujours pas arrivé, bien sûr. Mais quand on est dans un système qui est défaillant, qui est structurellement en déséquilibre, à un moment, il s'écroule. Il y a eu 2008, il y a eu la crise de 2008. Alors, il y a eu la crise où ça a failli déjà, voilà. Et puis, pendant ce temps-là, il y a de l'inflation aussi. Donc, les gens qui n'ont pas mis d'argent de côté suffisamment, pour leur retraite, aujourd'hui, ils sont un peu mal, quoi. Ils sont un peu en difficulté, quoi. Voilà. Il y a deux universitaires dont j'ai oublié les noms. Alors, si on était resté dans l'État Lower, dans Bretton Woods, les gens, l'épargne se portera mieux, la société serait différente, quoi. Voilà. Oui, il y a deux universitaires dont j'ai oublié les noms qui avaient fait une étude sur ce qu'on appelle les défauts de paiement, c'est-à-dire les banqueroutes ou les faillites d'État, pour montrer qu'elles étaient universelles et récurrentes, et que vous voyez, si on prenait ça à l'échelle des siècles, d'ailleurs de notre vivant, on a connu l'Islande, l'Argentine, etc., et d'autres, mais pour montrer que sur les siècles, voilà, c'est ça. On voit l'Espagne, je ne sais combien de fois, la France, je ne sais combien de fois aussi. Depuis les assignats, on n'a pas fait défaut. Et on est un des pays qui a le moins fait défaut. Depuis les assignats sous la Révolution, en tout cas, on est beaucoup cité dans cette étude. Je crois qu'on est cité pour 9 banqueroutes, mais peut-être que la dernière était effectivement... L'Allemagne, beaucoup, dans les années 20. À cette beaucoup époque. de pays européens au XXe siècle, le premier entre-deux-guerres, ou juste après la Deuxième Guerre, ça. La France n'a pas fait défaut. C'est pour ça aussi il y a un phénomène d'ancrage dans la population française de dire ça c'est pas arrivé depuis 2 siècles, ça va pas arriver. Oui, je peux aller dans n'importe quelle banque, il n'y a aucun danger, etc. Il n'y a pas de danger. Ils n'ont pas été touchés encore par ce type, comme il y a eu à les Chypre. Allemands, il y a un peu de souvenir. Chypre aussi, dans les années 2010, 2008-2010, il y a eu un haircut, qu'on m'a dit. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un compte en banque et on vous a enlevé tout ce qui dépassait au-dessus de 100 000. Il n'y a plus rien. De toute façon, la loi est passée en Europe. Quand les gens vivent ça, évidemment, ils ont une appréciation de l'inflation qui est différente. Évidemment. Et Hayek, d'ailleurs, écrit ça très bien en expliquant que l'inflation, c'est un phénomène auto-accélérateur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans une monnaie inflationniste, tôt ou tard, vous aurez des crises parce que la propension du gouvernement... Donc la bureaucratie, le gouvernement finance une bureaucratie de plus en plus importante. Et cette bureaucratie elle-même va générer des normes, des nouveaux emplois pour continuer à grossir, à asseoir son pouvoir sur l'économie. Donc c'est auto-accélérateur. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, Bitcoin, c'est le contre-pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi la BCE et Christine Lagarde dit toujours il faut fermer la porte de sortie. Enfin, elle le dit en off, mais elle a été surprise à le dire. Elle veut empêcher les gens d'aller sur Bitcoin. Elle l'a dit en coulisses, puisque nous sommes sur Radio Courtoisie. En coulisses. Et puis parce que nous sommes français, surtout. Et puis Bitcoin était une porte de sortie qu'il fallait fermer. Voilà, c'est ça. Donc je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est la porte de sortie. Il faut pas se tromper, il y en a une, mais on veut vous empêcher d'y aller. C'est pour ça que vous entendez tout ce que vous entendez sur Bitcoin. Parce que c'est une logique de propagande, la BCE. C'est la confiance, fameuse confiance. C'est basé sur la propagande et voir, comme on vient de dire, la fraude sur ces statuts, puisque elle finance les États indirectement
en achetant des titres de dette sur le marché secondaire. Et puis, on vit dans un monde qui est complètement marqué par le keynésianisme. Tout le monde... on y est encore. Alors, le keynésianisme, c'est l'économie capturée par le pouvoir... Enfin, la symbiose de certains économistes, pas tous, heureusement, il y a Philippe. Certains économistes avec le pouvoir politique, parce que ça fait une collusion. Donc, il y en a qui écrivent... Nous, je crois qu'on a Jean Tirole en France qui écrit des trucs comme ça. Contre Bitcoin. Je pense que dans son fort intérieur, comme on dit, il en pense sans doute différemment, mais c'est son fonds de commerce, de soutenir à tout prix la monnaie dette et donc complice du gouvernement, qui est toujours invité partout. Il a le prix Nobel, je sais pas quoi. C'est comme ça que ça marche, bien sûr. C'est la propagande. En plus, on ne pourra pas. Il n'y a pas de possibilité de voir le pouvoir d'achat augmenter en France sans passer par une spirale déflationniste, finalement. C'est-à-dire que le travail est surévalué, est vendu à un niveau trop élevé, déjà surtaxé. Surtout mais c'est monstrueux. C'est la moitié de ce que paye un entrepreneur pour un smicard part en consommation forcée, on va dire. Alors on dit oui, grâce à ça, vous avez des droits. C'est quand même de la consommation forcée. C'est quand même l'infantilisation de la personne en question. On pourrait doubler les salaires en arrêtant de demander aux entreprises de payer. Effectivement, quand l'entreprise... Je regardais sur une feuille de paye d'un cadre dans ma société, quand on paye 100, il touchait 43. Oui. On paye 100. Donc moi, j'ai envie de dire à cette personne, ton salaire, je te le multiplie par plus que 2. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on supprime toutes ces dépenses, l'ADEME, l'ARCOM, tout ça, on va supprimer. On va faire 100 milliards d'économies. On va nous expliquer que les services publics vont s'effondrer, que ça va être une catastrophe. Mais si mon salaire double, moi, je veux bien aller chercher des solutions dans le privé. Et puis se prendre des assurances privées. Le privé sera plus performant que l'État. Pour faire à peu près tout, d'ailleurs. Même l'éducation, je pense que ceux qui nous écoutent s'intéressent aussi à ces sujets. L'éducation, je crois que le privé est 2 fois plus efficace en termes de coûts dans l'éducation que le public. En tout cas, si on ajoute les meilleurs résultats dans le hors-contrat... Évidemment, il y a des meilleurs résultats et ça coûte moins cher, même dans l'éducation, alors qu'on pourrait penser, non, mais l'éducation, c'est un truc que l'État doit... Non, même là, l'État est défaillant dans tous les domaines. Donc, si on double votre salaire, je pense que la question qu'il faut poser aux Français, c'est est-ce qu'on fait plus... Vous avez le choix entre on fait plus que doubler votre salaire du jour au lendemain et on fait des coupes à la tronçonneuse, comme l'a fait Milei en Argentine sur les dépenses publiques. C'est en gros le programme de Milei, c'est celui que moi je préconise en France. C'est pas celui de Bayrou en tout cas. C'est sûr. Soit on fait comme avec Bayrou, c'est-à-dire que ça continue à se dégrader, vous touchez de moins en moins, et on va essayer de sauver le truc. En fait, sauver le job de Bayrou, essentiellement. La seule chose qu'on va sauver, c'est le job de Bayrou. Mais finalement, en dehors de cette question... La caste des... Bien sûr. Mais oui, mais en dehors de cette question, néanmoins, il faut quand même, en dehors de cette question énorme du coût du travail par l'impôt en France, il faut quand même baisser les salaires. Les salaires sont trop élevés pour retrouver le plein emploi, disons, et à ce moment-là, les salaires remonteront. Mais non, il n'y a pas besoin de baisser les salaires. Non, je suis pas d'accord. Enfin, là-dessus, je suis pas d'accord avec vous pour une fois. Baisser le coût du travail. Je ne dis pas baisser les salaires. Alors, je dis baisser le coût du travail. Donc, mais c'est pas le travail. C'est pas le coût du travail. C'est le coût des impôts sur le travail. Bien sûr. Je pense qu'il faut faire attention aux mots là, parce que le travail, lui, il est dévalorisé en fait par l'inflation. C'est ce qu'on disait. Le salaire qu'on reçoit, c'est de moins en moins chaque année. Donc, il y a une dévalorisation du travail. Et par contre, il y a une surtaxation. C'est une surtaxation du travail. Donc ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, moi, comme je disais, on peut faire plus que doubler les salaires en France du jour au lendemain. C'est très simple. Il suffit d'y aller à la tronçonneuse sur les dépenses de l'État. Mais alors, les gens vous diront, oui, mais moi, je veux quand même ma retraite par répartition, ma sécurité sociale, etc. Il faut passer à la capitalisation, évidemment. Toutes ces choses qui sont intégrées, évidemment. Évidemment, il faut passer à la capitalisation. Rien n'est simple. Alors, effectivement, le doublement ne se fait pas forcément. Je dis du jour au lendemain, c'est un peu rapide. Mais clairement, c'est la direction qu'il faut prendre. Alors, une auditrice nous dit « Bonjour, merci pour cette excellente émission. » Eh bien, merci madame. Pouvez-vous nous dire comment contacter monsieur Pierre Noisa pour savoir concrètement comment investir dans le Bitcoin ? Merci. Alors, peut-être en passant par sa société. Voilà, par exemple. On a beaucoup de concurrents étrangers, offshore, etc. Mais effectivement, nous, on est basé en France. Et donc, vous pouvez aller sur paymium.com et ouvrir un compte. Paymium, ça s'écrit P-A-Y-M-I-U-M. Et c'est une des solutions que vous avez pour acquérir des Bitcoins. Et une auditrice nous dit « Bonjour messieurs, puisque vous parlez de la crise de la dette, ne peut-on pas dire trop gros pour tomber ?» Traduction française de Too Big to Fail. Quand on voit la taille de l'État débiteur qu'est la France, le créancier ne peut vouloir la mort de son débiteur avec laquelle il perd tout. Avec de tels montants, 3300 milliards, qui tient qui ? Je crois qu'il y a 90 milliards d'euros dans le bas de laine des Français, soit à peine un 30e du montant de la dette. Belle émission éclairante. Alors je crois que c'est beaucoup plus que 90 milliards d'euros. Je crois que d'ailleurs, si la France arrive toujours à emprunter, malgré
sa politique délirante, c'est un petit peu parce que les retraités ont beaucoup d'argent sur leur... Enfin, ou les Français ont beaucoup d'épargne, ça les rassure, et que la police est respectée, et que le fisc est efficace. Ouais, enfin, voilà. Mais, pour terminer cette émission, est-ce qu'on peut attendre du Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin, déjà, va pas favoriser le marché noir? C'est-à-dire le fait que... Non, ça c'est largement faux. Non, d'accord. Moi, je pense est-ce que ça peut créer je pense que le Bitcoin peut créer une prise de conscience au fur et à mesure que les gens vont être intrigués par ça, vont essayer de commencer à comprendre comment ça marche, et qu'ils vont voir tout ce qu'il y a derrière. Ils vont comprendre qu'il y a autre chose que l'euro, il y a autre chose que tout le discours monétaire qu'on leur dit et qu'on leur redit depuis des décennies, quoi. Et ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne différemment, de façon plus efficace. Alors, au niveau individuel, pour ne serait-ce que protéger leur épargne et avoir une retraite. Donc, commencez à épargner du Bitcoin dès maintenant et vous aurez une retraite. Parce que si vous comptez sur la répartition, c'est plutôt mal parti. Et puis, au niveau de la société aussi, une prise de conscience par rapport à la dépense publique, par rapport à la dette qui sont en train de nous emmener vers le fond, quoi. Donc, c'est ça qui m'a intéressé comme un économiste, le Bitcoin, c'est que ça oblige à se reposer plein de questions sur la monnaie qu'on ne se posait pas avant parce que ça semblait naturel. Il y avait le franc, il y avait l'euro. On n'en sortait pas. Non, le fait qu'il y a pour ça, je me suis intéressé aux monnaies locales. Pourquoi il y a des monnaies locales? Et puis Bitcoin, pourquoi? Et il y a un côté didactique, un côté socratique dans le fait de comprendre Bitcoin. Voilà. Donc j'encourage les gens à se poser des questions sur Bitcoin et ils vont découvrir plein de choses. Et créer des entreprises avec des actions qui sont sur la blockchain, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable? Après, on peut refaire toute la finance qui existe, on peut la faire sur la blockchain, on peut la faire avec du Bitcoin. Ça, il n'y a pas de limite. Et ça, pour le coup, ce sera peut-être, ça va peut-être se développer beaucoup, non? Des entreprises qui se créeraient comme ça. Ça peut simplifier. On parle parfois de simplification administrative. Effectivement, vous avez le nombre d'intermédiaires. Sur une transaction bancaire, carte bancaire, par exemple, vous avez, je crois, une dizaine d'intermédiaires. Sur une transaction Bitcoin, vous en avez 2, 3 maximum. Donc, c'est ce qu'on disait sur les coûts. Ça fait, à la fin de l'année, ça fait 100 milliards par an sur l'économie française qui pèse. Sur l'économie française, c'est énorme. Et effectivement... Bitcoin, c'est la porte de sortie, c'est le contre-pouvoir, c'est aussi la question, le point d'interrogation posé sur le monopole de la monnaie, puisque s'il y a une monnaie qui marche bien, qui coûte moins cher, pourquoi on ne l'utilise pas en fait? Pourquoi l'État ne l'utilise pas? Pourquoi l'État ne me propose pas de payer en Bitcoin, par exemple, mes impôts? Vous voyez, c'est parce que derrière, il y a un lobby bancaire. Parce que l'État, s'il était au service de l'intérêt général, évidemment que ces 100 milliards de rente du monopole, il les regarderait. S'il n'y est pas, c'est qu'il y a cette dépendance. C'est le film de Lozé, le Servant, la dialectique maître-esclave. L'État est devenu dépendant de la monnaie dépend de l'État. C'est une symbiose, un écosystème, un cercle vicieux dont il faut sortir. Et Bitcoin, c'est la porte de sortie, encore une fois. Et alors, je ne veux pas faire sursauter les auditeurs, mais l'idée d'une cybernation apatride, est-ce qu'elle prend davantage corps avec le Bitcoin ou... Très compliqué, parce que le fisc, on aura le fisc sur le dos, quoi. De toute façon. Mais il y a le Liberland. Il y a le Liberland du côté de la Serbie, la frontière slovaque ou serbe, ou Croatie, pardon. Croatie. Il y a un micro-État de la taille de... J'ai les drapeaux chez moi. C'est la taille de Monaco, donc c'est peut-être un nouveau Monaco, mais je pense que c'est un mouvement beaucoup plus vaste que ça. On pourrait citer le Bhoutan, on n'a pas cité le sultanat du Bhoutan, mais plein de petits pays qui sont pas embarrassés d'une caste politico-bancaire comme on a en France, très très installés. Et dans ces pays-là, il y a plus d'agilité. C'est comme dans les entreprises, les petites entreprises sont plus agiles que les grandes. Et les petits pays sont les premiers à s'emparer de cette opportunité. Parfait. Bon, écoutez, je pense que, en tout cas, j'espère que nos auditeurs ont été intéressés par cette émission qui, à mon avis, montre que nous sommes, en tout cas, à l'aube d'une révolution et que beaucoup de choses peuvent se passer dans la foulée de cette invention des crypto-monnaies. Voilà, je remercie déjà les auditeurs, merci pour vos questions et commentaires. Je remercie mes invités qui étaient donc Philippe Herlin pour son livre Bitcoin, comprendre et investir. Attendez, j'ai un peu de mal avec la caméra. Guide pratique des crypto-monnaies. Je remercie Pierre Noisa pour son livre L'énergie face cachée de la monnaie, de l'autre côté, aux éditions Consensus Network. Je remercie Lisa Hirsig qui m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Jean-Loup au secrétariat ainsi que tous les bénévoles de Radio Courtoisie.
Voilà, je vous donne rendez-vous pour le 1er octobre, une émission où j'inviterai Louis Alliot du Rassemblement National et nous parlerons de liberté d'expression. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.